Après, il y a tout ce qui est, la rémunération des administrateurs. Donc la rémunération des administrateurs, donc c'est des montants, moins importants, c'est plus les dirigeants opérationnels. Là aussi, en fait, ils sont soumis au ser à la société doit présenter une politique de rémunération et après chaque année, en fait, elle présente l'ensemble des rémunérations versées à ses dirigeants et à ses administrateurs dans avec un rapport sur les rémunérations. Ce qui donne la rémunération individuelle de tout le monde. Là, en cas de vote négatif, le sur le rapport sur les rémunérations, le versement de la rémunération est suspendu jusqu'à l'approbation d'une politique de rémunération révisée. Donc les rémunérations les jet les rému la le versement des rémunérations aux administrateurs est suspendu pendant 1 an jusqu'à ce que le conseil représente une nouvelle politique de rémunération et que celle-ci soit approuvée. Voilà. Donc voilà, donc après dans les rapports annuels, les sociétés présentent en fait, comment elles attribuent ces rémunérations aux administrateurs. I et en fait, une partie de la rémunération dépend en fait souvent de la présence à certains au comité d'audit, au comité des rémunérations, au comité des nominations. Voilà, donc là, la rémunération est toujours présentée sur plusieurs années, donc c'est facile de comparer et en fait, on peut voir en fait, il y a le détail des critères de répartition décidés par le conseil. Voilà pour la rémunération des dirigeants. Une résolution qui est, également très fréquente, c'est l'autorisation pour une société de racheter ses propres actions. Donc c'est des résolutions importantes pour les sociétés parce que ça leur permet en fait d'assurer une certaine liquidité sur leurs titres. Elles peuvent en fait signer des contrats de liquidité avec des prestataires de services d'investissement pour assurer une certaine liquidité de leurs titres, sans manipuler le marché, hein. Tout est très encadré, mais néanmoins permet de faire des achats-ventes réguliers. Donc c'est des résolutions que voilà, pratiquement toutes les sociétés, enfin, un très, très grand nombre de sociétés sur la place de Paris les ont. Les sociétés peuvent racheter jusqu'à 10 de leur capital et elles donnent en fait des informations dans la résolution sur le prix maximal de rachat et sur le pourcentage maximal d'actions qui peuvent être rachetées sur les 18 prochains mois. Donc en fait, voilà, ce qui est important en fait, c'est de connaître quel est l'objectif, poursuivi par les sociétés lorsqu'elles font du rachat d'actions et souvent, il y a une résolution dédiée pour les rachats en cas d'offre publique. Puisqu'en cas d'offre publique, quand on rachète ces titres, ça peut avoir un impact, notamment si on vient les racheter pour les annuler, ça vient changer en fait le nombre de titres, proposés. Voilà, slide suivante. Donc on a vu en fait, hein, que le principal objectif poursuivi, c'était la liquidité du marché. Les sociétés utilisent les rachats d'actions également pour, acheter des actions en vue des attributions d'actions de performance aux salariés et aux dirigeants. Elles achètent un stock de titres qui leur permettent après, de faire ces attributions aux salariés et aux dirigeants. Elles peuvent également, acheter les actions en vue de les annuler ou, elles peuvent acheter les actions, acheter un stock d'actions en vue de rémunérer une acquisition future en titres. Cette dernière raison est probablement plus rare. Voilà, et voilà, comme on a vu en période d'offre publique, c'est souvent une résolution dédiée car elle a un impact important et si vous voulez vous faire une idée sur l'importance des rachats en cause, on connaît le montant maximum, hein, puisqu'on a le prix maximal dans la résolution et le nombre maximal de titres. Donc il est assez facile de se faire une idée sur le plafond des autorisations, même si, souvent les sociétés ne vont pas jusqu'au plafond.
C'est un plafond, c'est une autorisation que le conseil après décide de mettre en œuvre dans une certaine mesure. Voilà. Après, donc une résolution qui alors, qui est beaucoup moins fréquente, c'est le choix des commissaires aux comptes et je dis qu'elle est moins fréquente puisqu'en fait les commissaires aux comptes sont nommés tous les 6 ans donc il y en a i la récurrence de ces résolutions est moindre. Il y en a eu pas mal au cours des dernières années puisqu'il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur qui, indiquait que la durée des mandats des commissaires aux comptes ne pouvait pas excéder 24 ans dès lors qu'une société ait 2 commissaires aux comptes. Donc du coup, en fait, un certain nombre de sociétés ont été, amenées au cours des dernières années à, renouveler leurs commissaires aux comptes. Donc, la nomination d'un commissaire aux comptes, c'est quelque chose d'important puisque c'est les commissaires aux comptes, c'est ceux qui viennent auditer, les états financiers et qui, en fait, donnent de l'information à travers leur publication de leurs rapports d'audit, par exemple. Ce qui est important, c'est de juger de est-ce que c'est en fait, la question, c'est quel a été le processus de sélection du commissaire aux comptes? Et là, depuis ces dernières années, la réglementation demande beaucoup plus d'informations sur le processus de sélection des commissaires aux comptes. Le rapport de gestion doit préciser en fait quel a été le rôle du comité d'audit et si le conseil d'administration a suivi, hem le l'avis du comité d'audit quant à la proposition de sélection des commissaires aux comptes. Donc là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'informations, dans les rapports annuels pour juger, en fait, du processus de sélection qui a été mené et de pourquoi tel ou tel commissaire aux comptes a été nommé. Évidemment, l'importance, hein, c'est que ces commissaires aux comptes soient indépendants, c'est l'objectif, voilà, c'est ce pourquoi ils sont là. Voilà à peu près pour, le choix des commissaires aux comptes. Alors, s'agissant des conventions réglementées, donc là, la convention réglementée, il y a une résolution sur l'approbation des conventions réglementées lorsqu'il y a un contrat qui est signé entre une société, son dirigeant ou une société et un de ses actionnaires importants qui détient plus de 10 et qu'il ne s'agit pas d'une convention courante conclue à des conditions normales. Donc, en fait, pourquoi un vote de l'assemblée générale? Il y a un vote de l'assemblée générale parce que c'est une convention qui est susceptible d'être, d'être entachée d'un certain conflit d'intérêts potentiel. Donc c'est pour ça que l'avis de l'assemblée générale, en fait, est demandé sur ces conventions. Un exemple de convention réglementée, c'est par exemple quand une société signe un contrat de prestation de service avec un de ses dirigeants ou un de ses actionnaires. Donc là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette convention. Donc le rapport des commissaires aux comptes est très utile puisqu'en fait, normalement, ils doivent préciser l'intérêt pour l'entreprise de cette convention et les conditions financières de cette convention. Donc le rapport spécial des commissaires aux comptes est un élément d'information extrêmement utile. Souvent, les sociétés dans ce rapport annuel donnent plus d'informations sur les raisons de cette convention. Heu, donc voilà, donc tout ça vous permet de vous interroger sur l'intérêt pour la société de conclure cette convention et finalement quelle est son utilité. Heu, voilà, voilà à peu près pour les conventions réglementées. Donc, merci Marine pour ce panorama des différentes résolutions en assemblée générale ordinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je vais dire un mot rapide pour conclure sur l'assemblée générale extraordinaire et ses principales résolutions. Donc l'assemblée générale extraordinaire, elle va vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, soumettre au vote des actionnaires des résolutions
dont la mise en œuvre va modifier soit le capital de la société, soit ses statuts. Ça peut aussi être des fois les deux. Et vous pouvez avoir des assemblées générales extraordinaires qui se déroulent en même temps qu'une assemblée générale ordinaire. Ce sont les assemblées générales mixtes. Alors, vous pouvez avoir donc soit des modifications du capital, le plus courant, ou en tout cas le plus classique, le plus connu, c'est l'augmentation de capital, mais ça peut être aussi des annulations d'actions acquises par la société dans le cadre de programmes de rachat d'actions. Ça peut être aussi des augmentations de capital, mais à destination d'un public particulier, comme par exemple tous les salariés. Ça peut être aussi l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions et ou d'attribution d'actions gratuites à certains salariés et ou dirigeants, ou encore l'émission de bons d'offres ou bons bretons. Concernant la modification des statuts, ça peut être le changement de siège social, mais aussi la suppression statutaire des droits de vote double ou encore l'instauration d'un dividende majoré. Donc, je vais juste ce soir faire un petit focus donc, sur l'augmentation de capital. Alors, tout d'abord, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'émettre de nouveaux titres, donc par exemple de nouvelles actions. Et donc, cette opération elle va avoir des conséquences sur la participation des actionnaires au capital de l'entreprise, parce qu'elles peuvent diminuer votre pourcentage de participation, parce qu'elle va diminuer donc votre droit à dividende et votre pourcentage de droit de vote. Donc, c'est vraiment une résolution qui est fondamentale pour tout actionnaire. Donc là aussi, quels sont les critères à prendre en compte pour déterminer votre vote sur une augmentation de capital? Vérifiez tout d'abord que la résolution va présenter les modalités de l'opération ou si elle donne délégation de compétences ou de pouvoir. Puisque, en effet, soit l'Assemblée générale extraordinaire va fixer elle-même l'ensemble des modalités de l'augmentation de capital, soit elle va les déléguer, ou déléguer en tout cas une partie des choix au conseil d'administration ou au directoire, le cas échéant. Et donc, en cas de délégation de pouvoir, l'Assemblée générale va décider de réaliser l'opération, mais elle va déléguer donc au conseil d'administration le choix de toute ou partie des modalités. Et l'avantage étant que dans la pratique, les délégations de compétences permettent de lancer rapidement une opération financière sans avoir à convoquer une nouvelle assemblée générale. Donc l'entreprise peut être très réactive en cas de besoin de financement ou par exemple si les marchés financiers sont propices. Et les délégations de compétences peuvent laisser une grande marge de manœuvre aux dirigeants pour une durée qui peut aller jusqu'à 26 mois. Donc c'est vraiment un point à regarder concernant les modalités de l'opération et l'éventuelle délégation de compétences. C'est aussi important d'étudier la forme juridique de l'opération, ses objectifs, son prix, l'existence d'un droit de préférentiel de souscription, puisque la forme juridique de l'opération va conditionner votre possibilité de participer ou non à l'opération. Et par exemple, vous n'aurez pas les mêmes possibilités si le droit préférentiel de souscription, donc on appelle le DPS, est maintenu ou s'il est supprimé, ou encore si l'opération est réservée à certaines personnes. Donc, c'est vraiment différentes catégories d'augmentation de capital que vous verrez dans notre guide sur comprendre les différentes formes d'augmentation de capital, donc vous pouvez retrouver sur notre espace épargnant. Et donc, s'il y a un droit préférentiel de souscription, vous pourrez souscrire et donc éviter d'être dilué ou d'être trop dilué. Et donc, c'est important d'évaluer aussi votre dilution potentielle, puisque le nombre maximal de titres qui peut être émis va être parfois mentionné dans la résolution. Et si seul le montant maximal nominal est présenté, vous pouvez le diviser par le montant nominal d'une action pour connaître le nombre maximum de titres qui pourront être émis. Et donc, dans ce cas-là, ces informations vont vous permettre de calculer la dilution maximale que vous pouvez accepter en cas de mise en œuvre de l'intégralité de l'autorisation si vous ne participez pas à l'autorisation. Donc voilà, parce qu'il y aura plus d'actions. Donc derrière, il y aura plus de droits de vote. Et donc vous, votre part en droit de vote pourra diminuer. Donc voilà, vérifiez bien en cas de délégation de pouvoir si l'Assemblée vote sur la réalisation de l'opération, mais est-ce qu'elle délègue ou pas tout ou partie des modalités de mise en œuvre. Donc vraiment le cadre de cette délégation et puis la forme juridique de l'opération, puisque ça conditionnera votre possibilité de participer ou non à l'opération. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire très rapidement sur l'Assemblée générale extraordinaire compte tenu du temps imparti.